Apprécions de bon cœur ce que la vie nous donne dès le bonheur. Mesdames et messieurs, c'est ce que nous vous proposons dans Matin Bonheur, un réveil alléchant avec des programmes structurés, séquencés pour chaque jour. Aujourd'hui, c'est jeudi, on s'intéressera à la santé, votre santé, plus particulièrement celle des dames. Elles aiment à le dire, ça se vit, ça ne s'explique pas, mais aujourd'hui, on va l'expliquer, les règles douloureuses pour essayer de faire vivre au mieux celles qui en souffrent, et ce sera en fin d'émission. Mais avant d'arriver là, il faut bien dire bonjour à mon cher co-animateur Marcelin Govoy. Bonjour Alix, bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être avec nous. C'est Matin Bonheur qui se décline ici avec en point de mire, bien sûr, aujourd'hui jeudi, la santé, les règles douloureuses, comment les combattre, comment les comprendre également. Ce sera avec Dr Djibril Madi dans quelques instants si vous regardez la rediffusion ou tout simplement à la fin de l'émission si vous êtes en direct. Aujourd'hui également, nous allons parler météo avec notre spécialiste qui s'appelle Ekiklou Ferdinand qui nous parlera bien sûr d'harmattan et de chaleur. Vous savez que nous sommes dans la spirale de toutes ces brumes-là qui font beaucoup de mal ou de bien, c'est selon à toutes les couches de la population. L'image du jour maintenant avec à la manette, bien sûr, Christelle Akoussa qui réalise ce rendez-vous. On connaît le saut de mouton, mais là maintenant c'est le saut chameau, saut de chameau. Eh oui, le saut chameau qui est un sport pratiqué au Yémen. Et voilà, au détriment, ou à côté du saut au mouton, on a le saut chameau. Ne vous inquiétez pas, c'est maîtrisé, c'est organisé depuis des générations. Il n'y a pas encore eu de blessures graves ou de morts. En tout cas, ça ne nous a pas encore été signalé. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des volontaires. Le bénévolat, quelle activité caritative? Vous êtes dans quelle activité, hein? Au-delà de tout ce qu'on fait comme travail quotidien officiel, chacun de nous doit s'inscrire dans une activité bénévole. Ça fait respirer la vie, ça nous fait respirer au niveau des activités, ça fait du bien. On salue tous ces volontaires, toutes ces personnes qui donnent de la main droite sans que la main gauche puisse le savoir. Exactement, et on aimerait en tout cas vous faire un gros coucou car n'oubliez jamais que servir l'humanité constitue l'œuvre la plus noble d'une vie. Voilà, alors à côté de ces coucous à toutes ces personnes qui donnent de leur personne pour aider d'autres, on aura aussi à visiter les 3 flashs d'information avec Régis Kofi qui est déjà en plateau avec nous, voilà, vous le constatez, et puis ne vous y trompez pas. Oui, on lui en parlera bien sûr de la joie que nous avons de le recevoir tous les matins du lundi au jeudi, voilà. Et aujourd'hui aussi, mesdames et messieurs, c'est la journée internationale des sols. De quoi le sol est composé, les sols qui de plus en plus souffrent des affres du changement climatique. On pense également à tous ces techniciens, à tous ces spécialistes de la tectonique qui travaillent la profondeur des sols et sa constitution afin de faire en sorte que nos sols puissent toujours nous nourrir et ce pour des siècles et des siècles encore. Lui, il va nous nourrir, vous le savez, au niveau de l'information. C'est tout de suite, c'est maintenant sur RTI1, c'est Matin Bonheur. Réalisation Christelle Akoussa, Matin Bonheur. Émission d'utilité publique qui commence maintenant. Coup d'œil sur l'actualité nationale. Bonjour à tous, merci de nous suivre. L'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise, ouvrage financé par le gouvernement japonais situé au carrefour Solibra, sera inauguré le 16 décembre prochain. L'annonce a été faite hier par le ministre Sidi Timoko Touré, porte-parole du gouvernement, au terme d'un conseil des ministres présidé par le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. La nouvelle gouvernance dans les hôpitaux, présentation de la frontière maritime entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, des sujets également abordés lors de ce conseil. L'Union européenne et la Côte d'Ivoire s'accordent sur les modalités concernant les règles d'origine des marchandises échangées. Les 2 parties ont signé une convention à cet effet. Nadia Eja et Lanciné Bakayoko nous en parlent. Si aujourd'hui on devrait payer des taxes, ce que l'accord nous permet de ne pas faire, ça veut dire que le cacao qui sera exporté vers l'Union européenne serait taxé. Ça suppose qu'il y aura un impact ici par rapport un peu à nos secteurs privés. Voici en somme les retombées de l'accord de partenariat économique intérimaire entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Pour la bonne progression de cet accord, il convient d'effectuer une revue de ses composantes. La réunion du comité APE-UE tenue durant 48 heures à Abidjan a permis de discuter des questions essentielles, notamment celles portant sur les règles d'origine. Quand vous êtes en matière d'échange commercial, c'est des produits qui sont originaires de 2 entités qui sont partenaires.
les règles qui définissent ou bien qui certifient l'originalité de ces produits par rapport aux autres, aux deux entités, c'est ce qu'on appelle de manière simple les règles d'origine. Les résultats de ces échanges consolideront les préférences douanières entre les deux parties. L'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire se réjouit de cet accord qui intègre les principes de développement durable. Les consommateurs aujourd'hui sont intéressés de vouloir utiliser, consommer des produits qui ne contribuent pas, par exemple, à la déforestation, à détruire l'environnement, au travail des enfants. Une de mes missions en tant qu'ambassadeur, de transporter ces messages à Bruxelles. Parce que c'est important de voir que la Côte d'Ivoire s'engage pour un développement durable. Outre l'exonération douanière, le secteur privé et celui de l'industrie pourront bénéficier d'accompagnement grâce à l'accord de partenariat économique intérimaire UE. Le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme redynamise ses services. Un séminaire a été organisé à cet effet en présence du ministre Bruno Koné. Cheikh Koné. Renforcer les capacités des services territoriaux en matière de déontologie et d'éthique, faire le bilan des activités afin d'élaborer le projet de plan stratégique de développement des services du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme intervenant à l'intérieur du pays. Tels sont les objectifs de ces états généraux qui ont permis de lever toutes les équivoques dans la gestion foncière urbaine. Au niveau de la région, 70% des lotissements qui ont été effectués ne sont pas approuvés. Voilà. Il y a eu tellement de modifications. Nous avons même adressé un courrier au directeur de l'urbanisme pour qu'il nous envoie une équipe pour un appui technique pour vraiment organiser les plans, réorganiser les plans de lotissement afin qu'ils puissent être approuvés. Nos attentes, c'est mettre aujourd'hui au grand jour ce que nous avions dit dans les séminaires passés et qui avait été un peu passé de côté parce que les séminaires étaient plus larges. Aujourd'hui, il s'agit de parler spécifiquement des services territoriaux. Et nos attentes, c'est vraiment que les résolutions de ces séminaires-là soient appliquées. En effet, dans l'exercice de leurs fonctions, les structures déconcentrées en charge de la gestion foncière ont des interactions avec d'autres structures tant publiques que privées. Afin de faciliter ces interactions, une série de 3 séminaires ont été organisés depuis 2016 afin de renforcer la capacité de ces services. Il était devenu nécessaire d'organiser des états généraux pour adresser l'ensemble des problématiques liées aux missions de nos acteurs territoriaux, donc de vos missions. Avant les conclusions de cette rencontre, il faut noter que déjà au séminaire stratégique de Yamoussoukro organisé en novembre 2018, plusieurs recommandations ont été formulées, notamment l'accroissement des dotations budgétaires du projet d'équipement des services territoriaux, le renforcement de la collaboration entre la Direction générale des impôts et la vulgarisation des documents d'urbanisme. Après sa sortie officielle réussie lors de la visite du président de la République Alassane Ouattara dans le handball, la police spéciale de la sécurité routière a reçu mardi les encouragements du ministre des Transports, Amadou Koné. On fait le point avec Abou Sanogo. Sa première sortie officielle dans la région du handball à l'occasion de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara. Elle avait pour mission de sensibiliser les usagers et prévenir des accidents de la route. C'est la toute nouvelle unité dédiée à la sécurité routière. La police spéciale de sécurité routière, rattachée au ministère des Transports, qui a reçu la visite du ministre Amadou Koné, venu la féliciter pour la qualité du travail effectué dans la région du handball. C'est un instrument qui est aujourd'hui opérationnel pour la lutte contre la délinquance routière. Votre police est là devant vous, prête à relever tous les défis de la sécurité routière. Et moi, le commissaire principal Touré Abdoul Kader, je prends l'engagement devant vous de garantir la loyauté, l'intégrité et le professionnalisme de mes hommes. Le ministre des Transports, Amadou Koné, tout en félicitant ces hommes, a mis un accent sur les actions du gouvernement en faveur de la sécurité routière. Puis, il les a invités à se mettre au-dessus de tout soupçon. Les véhicules que vous voyez font partie intégrante du système de transport intelligent. Donc nos amis qui ont utilisé ces véhicules ont vu que ces véhicules étaient dotés de terminaux capables de lire des permis de conduire et bientôt qui seront capables de lire des plaques d'immatriculation. Nous allons continuer à travailler pour que cette unité, qui est une unité importante, soit une unité au-dessus de tout soupçon. Cela nous paraît important. Que cette unité fera son travail dans la rigueur,
et que cette unité permettra de sauver des vies humaines. La police spéciale de sécurité routière est dotée de 10 véhicules et 10 motos et comprend une cinquantaine de policiers pour mener à bien sa mission, à savoir assurer une bonne visibilité de cette nouvelle unité dédiée à la sécurité routière, faire la dissuasion et lutter contre la délinquance routière. Voilà, ainsi s'achève cette édition. Je serai de retour à 6h30. Eh oui, le retour de Régis Koffi dans quelques instants, mais bien, avant, ben oui. C'est bien, hein, L'unité sécurité mobile. routière. Là. Très Là, bien. franchement, ça va vraiment nous suivre. Et le ministre a bien Exactement. insisté là-dessus. Il faut que ce soit au-dessus de tout soupçon. C'est clair. Parce qu'il y a trop de choses bizarres sur nos routes. Franchement, ça mérite une police de sécurité routière. C'est Maintenant, ça. ce qu'on attend, les alcotests. Hein. Parce qu'on est fatigué de sortir, faire des mouvements pour voir si... Ah non, il faut des alcotests aussi. Il faut être à la pointe de la technologie dans Pour tous les sens. se mettre sur un pied. Pour ceux qui boivent, hein, Régis et moi, nous ne buvons pas. Non, du tout. Alix aussi, nous sommes... On est Non, bah, j'en prends un verre, hein, bon au passage, oui, bien sûr. Vous voyez, ce Voilà. sont les gens comme ça. Quels gens? Mais je dis la vérité, on dit un verre de vin par Après, jour, c'est important. danser du coupé Et décalé. ça se fait chez moi, je le fais chez moi, donc il n'y a pas de Après, souci. le policier dit, Je sors on pas. descend, on fait du coupé décalé. Jamais consommer d'alcool quand vous devez prendre le On fait du volant. sport, et puis en même temps, ça nous envoie En tout cas, plus que à de la raison. gym, à la gym, au sport. En tout cas, restez en mouvement. Coucou championne, coucou champion, je suis coach Koulibaly, ton coach. Ce matin, nouvelle séance de sport. Trois, 4, 25. Bravo, mesdames. Ah, c'était chaud, hein. On profite pour se coucher en même temps. Abdos. Après la récup, 15 secondes. On y va. Gainage, première série. On va pour 7. Top, c'est parti. 1.
Belle séance. Rendez-vous la semaine prochaine pour du sport de qualité. Mais pourquoi la semaine prochaine, coach? On se revoit déjà demain. Vous nous quittez Faut déjà. pas nous quitter, ben oui. On a besoin de vos instructions pour vos se mouvements. maintenir toujours en santé et en forme. Alors, se maintenir en santé et en forme, ça passe aussi par les assiettes. Aujourd'hui, on va vous faire voyager comme on a l'habitude de le faire pour l'histoire du petit-déj. Alors aujourd'hui, mesdames et messieurs, vous savez, on mange tous les matins, on mange, hein, mais je le dis toujours à nos collaborateurs, c'est vrai, c'est bien beau de nous faire lancer les éléments comme ça, que ce soit la réalisatrice, que ce soit nous, mais envoyez pour qu'on goûte, parce qu'on va montrer ça. Regardez, ce qu'on va montrer, qu'est-ce que c'est pour que c'est doux? On n'a pas goûté. On n'a pas goûté, mais on fait confiance au palais de nos collaborateurs. Et c'est une nourriture qui nous vient du Kenya, un pays hautement touristique et très culturel. Le ugali, c'est son nom. Voilà, c'est à base de quoi? Un aliment traditionnel à base de farine de mil cuite, voilà, et accompagné d'épinards ou de sauce tomate. Voilà. On peut faire autre chose aussi, hein. Au-delà de l'équipe de production, lancer un petit challenge à tous ces pays-là à qui on fait un clin d'œil de venir nous apporter leur mets à déguster. Ça sera un plaisir de découvrir. Mesdames et messieurs, ici commence le petit-déj challenge. Dis-moi de quel pays tu es et je te dirai que ton petit déjeuner est doux. Voilà. Est-ce que vous avez des petits déjeuners croustillants à proposer comme ça? Envoyez-nous ça en photo. Nous sommes preneurs. Nous sommes preneurs et puis on va goûter, on va partager. C'est la famille, la communauté Matin Bonheur qui s'articule ainsi. Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs, dans toutes les articulations, les contorsions de cette émission réalisée par Christelle Akoussa. Il est là, il est avec nous. Monsieur Renaud Kobianguessan avec nous. Le digne fils de la Riviera 2 va maintenant nous présenter la revue de presse. Bonjour Renaud. Bonjour Alix. Et sans se presser, on démarre cette revue de presse avec l'échangeur du Carrefour de Solibra qui sera bientôt inauguré. Bonjour Marco aussi et bonjour à toutes les populations qui nous suivent de partout où elles se trouvent. Ça roule à partir du 16 novembre, c'est ce que lance à sa une Fraternité Matin pour relayer la bonne nouvelle annoncée par le porte-parole du gouvernement, le ministre Sidi Touré, au sortir du Conseil des ministres d'hier, lancé le 25 novembre 2016. Ce projet, financé par l'Agence japonaise de coopération internationale, est le symbole de l'excellence des relations entre le Japon et la Côte d'Ivoire. Personnalité religieuse de notre pays, Ediemou Blin Jacob parle. Et c'est l'occasion du dernier anniversaire de décès de Félix Houphouët-Boigny avant la présidentielle de 2020 que le président du Forum des confessions religieuses choisit pour lancer un appel vérité à Bédié, Ouattara et à tous les autres acteurs politiques majeurs de la Côte d'Ivoire. Selon Le Jour Plus, qui cite le pasteur Ediemou, si on fait encore la guerre, ce serait trahir le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Le confrère souligne comment l'homme de Dieu... le confrère souligne comment, selon l'homme de Dieu, voilà, j'y suis, un tête-à-tête entre Ouattara et Gbagbo a été raté de justesse. Plus de détails dans Le Jour de ce matin. Et le regard de cette revue de presse passe encore par le prisme de la politique avec la CEI. Oui, et c'est avec le quotidien Le Matin qui titre à sa une « Commission électorale indépendante ». Voici les dates d'installation des CEI locales. Le confrère livre l'agenda du déploiement des antennes locales de l'organe en charge des élections, tout en soulignant aussi comment le parcours de Koulibaly Kuibert, le président de la CEI, contredit le PDCI. Bonjour à nos amis du Patriote, on dit quoi chez vous? Le Patriote a accordé une interview au ministre Amédée Kouakou. Dans cet entretien, le ministre a dit à propos du meeting du RHDP qui se tiendra ce week-end à la capitale politique de la Côte d'Ivoire, je cite, « Yamoussoukro sera inondé », fin de citation. Le premier responsable de l'équipement et de l'entretien routier de la Côte d'Ivoire souligne « Nous allons montrer qu'en 2020, il n'y aura rien », tout en ajoutant que les hôtels de la capitale politique de la Côte d'Ivoire ont déjà fait le plein pour l'occasion. Retrouvez l'intégralité de l'interview accordée par le Patriote au premier responsable de l'équipement et de l'entretien routier de notre pays ce matin. Autre projection toujours en 2020 avec cette adresse de Madame Danielle Boni-Clavry. Oui, et Madame Danielle Boni-Clavry qui demande une transition politique à quelques mois de la présidentielle à la une de l'Inter. Le confrère souligne aussi que Pascal Affi-N'Guessan est en difficulté. Et pour plus d'infos sur cette requête de la présidente de l'Union républicaine pour la démocratie, il faut lire l'Inter de ce jour. Nous sommes à l'Inter. Nous restons à l'Inter pour parler cette fois de jeux de hasard. C'est la véritable coqueluche en studio. Et particulièrement, l'Inter s'intéresse en manchette au loto. Loto qu'il qualifie de nouveau refuge des jeunes. Dans l'article,
qu'il consacre à ce jeu qui est très prisé par les populations ivoiriennes. Le confrère révèle comment ce business gagne du terrain et souligne que les gérants des points de Paris réalisent des recettes d'au moins 250 000 francs CFA par jour. Ça intéresse. Alors, on s'intéresse maintenant à un parti de Côte d'Ivoire, le PDCI-RDA, qui recrute des militants au sein de l'armée. C'est ce que nous dit Soir Info avec cette une. Après le général Gueux-Michel, Bédier frappe un autre grand coup dans l'armée. Un général 4 étoiles recruté au PDCI. Pour tout savoir sur l'offensive de charme du plus vieux parti de Côte d'Ivoire, sur cet autre haut gradé de la Grande Muette, c'est dans Soir Info qu'il faut aller voir. Et Soir Info multiplié par 2 puisqu'on y reste avec bien sûr une incursion à Angré, un quartier très chaud et chic d'Abidjan. Et particulièrement sur le lieu de l'accident de DJ Arafat. Les populations du quartier où le roi du coupé-décalé a tiré sa révérence font de graves révélations sur ce qui se passe à cet endroit qui est devenu, il faut le dire, un lieu de pèlerinage et de recueillement des fans du Daichi. Plus de détails dans Soir Info de ce jour. Et pour la dernière, c'est Biche qui nous accueille. Oui, le journal satirique Biche qui lance à sa une dans un langage typiquement ivoirien. Ce qu'on dit devant l'argent et ce qu'on dit derrière l'argent, c'est pas la même chose. Eh oui, ça c'est vrai. Mais... On acquiesce. Et pour illustrer ces propos, le confrère propose 2 images, on le voit à l'écran. Sur la première, on a un monsieur devant sa banquière et celle-ci lui demande ce qu'il compte faire des 7 millions qu'il souhaite emprunter à la banque. Et donc le monsieur cite les projets qu'il entend réaliser, tels que notamment acheter un taxi et faire un grand magasin de pain pour sa femme. Et sur la deuxième image, maintenant, on retrouve le même monsieur qui, cette fois, est en train de faire la fête avec, vous l'aurez compris, le prêt de 7 millions que la banque lui a accordé. Et en arrière-plan de l'image, on voit sa banquière qui tombe des nues. Et ce qu'on dit devant l'argent et ce qu'on dit derrière l'argent, comme le dit Biche, c'est pas la même chose. Merci infiniment, mon très cher Renaud. Dédicace spéciale à ma gestionnaire. Je ne vais pas faire ça. Merci d'être avec nous. C'est Matin Bonheur qui se poursuit. On vous retrouve demain toujours avec le même plaisir. Mais on va retrouver maintenant notre spécialiste maison. Il est avec nous depuis l'année passée et bien plus encore, Monsieur Ferdinand Eclou. Il est chef de service prévision générale et météo marine à la Sodexam. Avec lui, nous allons parler harmattan et chaleur juste après ça. Eh oui, bonjour à vous, Monsieur Eclou. Bonjour, madame. Merci en tout cas de respecter notre plateau, de venir à chaque fois que l'on vous sollicite. C'est gentil de votre part. Alors, le temps, la température souffle le chaud et le froid. Qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on peut dire, c'est que c'est la période pendant laquelle nous avons la phase transitoire. Donc, actuellement, nous avons ces hautes températures suite au rayonnement solaire. Et lorsque vous prenez la position de la Côte d'Ivoire, la Terre, dans son mouvement, va permettre qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, on recevra un rayonnement qui sera direct. Donc, ce rayonnement direct nous donnera des températures beaucoup plus élevées. Mais ce n'est pas ce seul phénomène qui peut être à la base de ces fortes chaleurs que nous connaissons. Il peut y avoir aussi, comme ce qu'on a actuellement, des vents secs en altitude. Donc, on a de l'air sec qui est en train de venir progressivement sur la Côte d'Ivoire. Donc, cet air sec, c'est de l'air saharien. Donc, cet air saharien est beaucoup chaud et ce qui peut nous donner des fortes chaleurs comme ce qu'on peut vivre présentement au niveau de la Côte d'Ivoire. Alors, on a si bien dit, on souffle le chaud et le froid, on a parlé tantôt de chaleur, mais il pleut actuellement alors que nous sommes en décembre. Oui. Ce qu'on peut dire, au niveau du littoral, nous avons ce conflit permanent entre les vents de la mousson et les vents de l'harmattan. Donc, il pleut présentement parce que nous avons encore de l'humidité sur la Côte d'Ivoire. Donc, cette humidité borde le rivage, les régions du rivage océanique, ce qui fait que nous avons ce phénomène de convection. Donc, la vapeur d'eau va se condenser et nous donner des nuages qui vont entraîner les précipitations, les gouttelettes d'eau, comme ce que nous avons pu avoir ces derniers temps. Donc, on n'a pas eu, il n'y a pas encore cette rupture nette entre la petite saison des pluies que nous connaissons et
la grande saison sèche qui doit débuter. Mais nous sommes dans la phase transitoire, c'est-à-dire l'harmattan est progressivement en train d'arriver. On pourrait même parler de bouleversement climatique, comme ce qu'on a pu constater. Là, c'est un duo de phénomènes. Voilà, comme ce qu'on a pu constater. Si vous avez même remarqué, les pays européens ont connu des vagues de chaleur extrêmement importantes. Donc ces vagues de chaleur ont été provoquées par de l'air au niveau du Sahara qui est remonté sur ces régions-là. Donc cette air aussi, cette masse d'air a tendance aussi à se déplacer vers nos régions. Ce qui fait que dans les jours à venir, on aura ces vents secs-là qui seront sur nous et des pics aussi de température qui vont affecter la Côte d'Ivoire. Donc l'harmattan, concrètement, ça commence quand et voilà, ça va commencer quand? Ce qu'on peut dire, c'est que les vents d'harmattan ont déjà commencé au nord de la Côte d'Ivoire. Donc ces vents sont en train de descendre progressivement sur les régions du sud. Ces balancements peuvent avoir des amplitudes d'1 ou 2 semaines. Donc quand on regarde avec les modèles météorologiques, le constat qu'on a, c'est que les vents d'harmattan vont débuter vers la fin du mois de décembre sur le sud de la Côte d'Ivoire. Parce que le nord est déjà intéressé par les vents secs. Donc ces vents secs se limitent pratiquement vers la région centre-nord du pays. Donc c'est ce qu'on a présentement. Donc au fil des jours, vous allez constater que ces vents d'harmattan vont descendre progressivement. Ce conflit-là se matérialise un peu les matins. Quand vous vous réveillez le matin, vous allez constater que nous avons du brouillard. Donc ce brouillard-là est dû à l'avancée des vents humides sur le continent. Donc je dirais ce balancement va permettre qu'on ait cette convection-là au niveau de la vapeur d'eau qui va nous donner ces nuages. L'indice d'alerte, c'est le brouillard. Oui. Monsieur Eklou, j'aimerais savoir, beaucoup de personnes nous interpellent chaque fois, et chaque fois qu'on est là, des fois on peut oublier de poser la question. Pourquoi dans un même environnement, il peut pleuvoir sur la partie sud, par exemple, il pleut sur la maison de la télé, alors qu'à la Cité des Arts, juste à côté ou au carrefour de la vie, il ne pleut pas? Comment vous expliquez ça scientifiquement, météorologiquement, techniquement? Dites-nous tout. Cela s'explique par le fait que la pluie est d'abord un paramètre extrêmement variable. Lorsque vous avez un environnement, il y a ce qu'on appelle un microclimat. Ce microclimat peut être lié à la proximité soit d'un cours d'eau, c'est-à-dire un fleuve, une lagune et autres. Donc, ce microclimat va favoriser ce qu'on appelle au niveau de la météo la convection. C'est-à-dire, le soleil va chauffer la particule, la vapeur d'eau. Donc, cette vapeur va grimper dans le ciel et se condenser. Donc, en se condensant, ça va donner la pluie. Mais ce phénomène peut être localisé, ce qui fait qu'un endroit qui est un peu plus éloigné de la zone où nous avons eu ce phénomène ne sera pas impacté par des précipitations. Et cela se voit très bien. Lorsque vous prenez, par exemple, la ville d'Abidjan, vous allez constater que des fois, nous avons des phénomènes beaucoup plus au nord d'Abidjan. Ça veut dire les communes telles que Abobo, Yopougon vont recevoir de la pluie, alors que Port-Boué, Koumassi et autres n'ont pas de précipitations. Ça, c'est lié aussi à un autre phénomène qu'on va appeler la brise côtière. C'est-à-dire cette brise va permettre, avec le réchauffement différentiel, c'est-à-dire le soleil qui va chauffer la terre et l'océan en même temps, les températures à ces deux niveaux ne vont pas se lever de la même façon. Vous allez voir que le réchauffement sera plus intense sur le sol. Voilà, c'est-à-dire les roches, le sable et autres s'échauffent plus rapidement que l'eau. Donc l'eau aura une grande inertie, ce qui va faire qu'on aura un déplacement des particules de l'océan vers le continent. Et ce déplacement va entraîner de la convection, c'est-à-dire une montée de la vapeur d'eau qui va se condenser. Donc cette condensation va engendrer des précipitations un peu plus au nord de la région d'Abidjan que les régions beaucoup plus au sud d'Abidjan. Monsieur Eklou, qu'en est-il du phénomène de mixage? Quand en même temps il pleut et il y a du soleil au niveau, là on parle un peu, il y a des personnes qui parlent de superstition, il y a un éléphant qui est en train de mettre bas ou il y a un lion voilà, qui est en train de mettre bas quand le phénomène est mixé, pluie et soleil en même temps. Oui, lorsque vous avez une précipitation, il y a la présence de soleil, mais c'est le fort développement nuageux
qui vous empêche de voir le soleil. Sinon, le soleil demeure au-dessus de l'atmosphère, c'est-à-dire au-dessus de la couche nuageuse. Et lorsque la précipitation commence, on peut remarquer qu'il y a des éclaircies. Oui. Donc, ce sont ces éclaircies-là qui nous permettent d'apercevoir le soleil et on va dire souvent qu'il pleut et il y a le soleil. Sinon, ces deux phénomènes vont de pair. Merci beaucoup, M. Klou, mais rassurez-nous, c'est le même soleil à Yopougon-Kako qu'on dit. Merci infiniment à vous pour vos éclairages. Matin Bonheur se poursuit avec la pub maintenant. Et derrière, on aura la météo et le passage, une fois de plus, de notre très cher Régis Kofi. Vous êtes à Matin Bonheur, émission d'utilité publique, et vous faites bien. À tout à l'heure. Sous la présidence et la présence effective de Mme Dominique Ouattara, Première Dame et présidente de la Fondation Children of Africa. Cérémonie d'inauguration du centre de réinsertion des mineurs de Bouaké, jeudi 5 décembre 2019 à partir de 10h au quartier Kennedy, non loin de la piscine municipale de Bouaké. Tous, agissons pour le bien-être des enfants. Fondation Children of Africa, un autre avenir pour les enfants d'Afrique. Infoline 22 48 0303. Bonjour 2020. Bonjour 2020 Abidjan, 2 dates. Bonjour 2020 Abidjan, 2 spectacles. Bonjour 2020 Abidjan, 1 lieu. Palais de la Culture de Trècheville, salle à Noumambou. Bonjour le Classico Aller, vendredi 27 décembre. Bonjour le Classico Retour, samedi 28 décembre. Bonjour depuis 13 ans. Bonjour, un concept RTI. MTN, everywhere you go. La matinée débutera par un temps de brouillard ou de brume humide localisé dans les régions du centre, de l'ouest, de l'est et du sud forestier. Le temps sera par la suite progressivement ensoleillé sur ces régions. Le nord observera un temps relativement sec et ensoleillé. Le littoral sera généralement nuageux. Pour les variables de la matinée, on note 25 degrés à Abidjan ainsi qu'à Diaké, 23 à Bandoukou, 25 dans la région du Béké, 26 à Daloa ainsi qu'à Dimbokro, 25 dans la région du Gor, 23 à Korogo ainsi qu'à Man, 22 à Odiné, 24 degrés pour 3 villes, San Pedro, Sassandra et Tabou, et enfin 25 degrés à Yamoussoukro. Dans l'après-midi, les vents secs pourraient occuper la moitié nord du pays. Le temps sera dominé par une sensation d'harmattan et ensoleillé dans cette partie. La moitié sud sera ensoleillée et humide. On aura quelques formations de nuages liées à la brise côtière dans le sud forestier, avec des risques d'orage et de faibles pluies. Pour les variables de l'après-midi, on note 32 degrés à Abidjan ainsi qu'à Diaké, 33 à Bandoukou, 34 degrés dans la région du Béké ainsi que dans la ville de Daloa, 35 à Dimbokro, 34 dans la région du Gor, 35 dans le Poro, 33 à Man, 35 à Odiné, 32 degrés à San Pedro, 31 à Sassandra, 32 à Tabou et enfin 34 degrés à Yamoussoukro. MTN, everywhere you go. Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes de retour cette fois pour développer l'actualité africaine. Bienvenue.
En Algérie, après un renvoi le 2 décembre à la demande des avocats de la défense, le procès historique d'anciens ministres et grands patrons de l'ère Bouteflika s'est ouvert hier à Alger. Mais ce premier grand procès de la corruption est très critiqué et boycotté par les avocats de la défense qui dénoncent une justice politisée et un climat de règlement de comptes. Y aura-t-il bientôt des injections et des implants pour soigner le VIH-Sida? Des recherches et des tests sont en cours sur ce qu'on appelle des médicaments à libération prolongée, un système déjà utilisé pour la contraception. Pour les médecins et autres spécialistes présents à la conférence internationale sur le sida et les maladies sexuellement transmissibles en Afrique qui se tient cette semaine à Kigali, il pourrait s'agir d'une véritable révolution dans la lutte contre le VIH en Afrique. 21e journée de gastro-entérologie d'Afrique francophone. Le Sénégal accueille la rencontre pour la 4e fois. Cette année, elle est axée sur le thème « Les cancers du tube digestif ». Le comité d'organisation était face à la presse. Regardez. Ce sont 300 chercheurs, praticiens et professionnels de la santé qui se sont donné rendez-vous à Dakar pour les 21e journées de gastro-entérologie. Elle coïncide avec les 2e de l'entité sénégalaise. La Société africaine de gastro-entérologie regroupe toutes les sociétés savantes d'Afrique noire francophone, plus les sociétés savantes du Maghreb, des sociétés françaises, savantes françaises et belges. Ces journées, c'est un moment d'échange, c'est un moment d'apprentissage. Ce congrès est une opportunité de formation et de mise à niveau pour tous les professionnels de la santé. Le thème principal, c'est les cancers du tube digestif, ça veut dire les cancers de l'œsophage, les cancers de l'estomac et les cancers du côlon ou gros intestin. Il y a eu de fortes recommandations qui ont été faites au niveau international ces dernières années. Donc c'est important que nos camarades gastro-entérologues africains qui ont les moyens ou qui n'ont pas les moyens d'aller en Europe pour faire une formation médicale continue, qu'on leur restitue au cours de ces congrès annuels les avancées qu'il y a eu au plan diagnostique, au plan thérapeutique et au plan suivi sur ces maladies. L'organisation de ces 21e journées a pris 2 ans. La mobilisation des fonds a été particulièrement difficile pour le comité d'organisation. Pour trouver un budget de 66 millions pour pouvoir tenir ce congrès, ça a été extrêmement difficile. Il y a eu principalement des soutiens venant de la présidence de la République, la fondation Sonatel, ensuite la fondation LONAS et Gilead. Il y a dans ce pays normalement des institutions, des ministères qui devraient pouvoir mieux s'impliquer dans la recherche. Ces journées se tiennent les 28, 29 et 30 novembre à Dakar et le Sénégal l'abrite pour la 4e fois. Poser un pas dans le Sahel et rester en vie sans avoir détecté ce qui se passe sous le sol est un miracle. Dans cette zone, les mines artisanales empoisonnent le quotidien des armées régulières qui combattent les djihadistes. Les militaires se forment pour les éviter. Suivez. Très scrupuleusement, ces soldats passent la zone au peigne fin, ici, dans le nord du Burkina Faso. Ils scrutent toute trace d'IED, ces engins explosifs improvisés. De la terre retournée, un fil électrique qui dépasse, une moto laissée à l'abandon, autant d'indices qui pourraient mener vers un piège mortel. Il y a des indices maintenant, on n'est pas infaillible et il y a toujours une prise de risque de toute façon. Les mines artisanales sont un véritable poison pour les soldats qui combattent les djihadistes au Sahel. Début décembre, de l'autre côté de la frontière, l'explosion d'un IED a fait 2 morts et 7 blessés dans les rangs de l'armée malienne. Depuis que l'armée française est présente au Mali, 13 des 41 décès de soldats français sont attribués à ces explosifs bricolés. Donc il y a la création d'un climat d'insécurité permanent. Ça gêne énormément du fait de la liberté d'action ou de manœuvre de la force, puisque chaque déplacement, chaque mission, cette menace devrait être intégrée dans nos craintes et dans nos modes opératoires à appliquer. À Gao, sur la principale base de l'opération Barkhane au Sahel, l'armée française a mis en place un laboratoire spécialisé. C'est le premier du genre à être ouvert directement sur un théâtre d'opération extérieur. Et les engins récupérés arrivent d'abord ici, dans ce bunker. C'est uniquement pour assurer la sécurité de mes camarades, parce que si jamais ça venait à exploser, autant qu'il n'y ait que 1 à 2 blessés
plutôt que plusieurs. Ces spécialistes étudient les composants et effectuent des prélèvements chimiques. L'objectif, en apprendre le plus possible sur les matériaux utilisés pour préparer les soldats sur le terrain. Les groupes armés terroristes, ou GAT comme les dénomme l'armée française, peuvent utiliser tout et n'importe quoi. Dans certains cas, l'engrais agricole permet même de remplacer la dynamite. C'est un plateau de pression fabriqué avec les choses trouvées sur le terrain qui vont monter avec un pneu de moto, avec du fil de fer et avec des morceaux de boîte de conserve. Ils vont assembler tout ça pour confectionner un interrupteur. Lorsque c'est possible, les empreintes digitales sont relevées afin de pouvoir identifier et arrêter les poseurs de mines. Une tâche complexe et fastidieuse menée dans l'espoir d'enrayer une menace difficilement maîtrisable. Voilà, à 7 h, nous allons développer l'actualité internationale. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Régis Cauchy. Alors, on repart dans nos assiettes pour parler maintenant d'hygiène alimentaire. Il faut prendre soin de sa santé et ça passe aussi par l'alimentation. On a tendance à penser qu'un repas savoureux est un repas à fort taux de sel, mais non, le sel, il doit être modéré, mesuré. Aujourd'hui, avec le docteur Envo, on va en parler pour pouvoir avoir la bonne dose, mais ça passera par le jingle. Chacun de ces passages frappé du sceau de la précision, de la concision. Docteur Envo nous fait l'honneur de sa présence depuis plusieurs semaines maintenant sur le plateau de la matinale. Les jeudis, vous le savez, on parle santé. Aujourd'hui, le sel. On dit qu'à partir d'un certain âge, il faut se méfier des deux blanches, le sel et le sucre. Aujourd'hui, on prend une seule blanche, le sel, et on en parle. Docteur, dites-nous d'où vient la peur du sel? Pourquoi on a peur du sel? Ah, c'est trop salé, c'est pas trop... Ça vient d'où cette peur? C'est dangereux. Bonjour, bonjour. Bonjour, docteur. À tous. Alors, je crois que la peur du sel vient du fait qu'il y a une relation directe entre la forte consommation de sel et les maladies cardiaques. L'Africain a peur de l'effet immédiat. Sinon, quand quelque chose tue doucement, l'Africain n'a pas peur. Mais lorsque les tic au tac, ça réagit, alors l'Africain a peur. Donc, on sait tous aujourd'hui que la forte consommation de sel entraîne une hypertension artérielle. C'est pourquoi souvent on dit que le sel dresse le lit de l'hypertension artérielle. D'accord. Voilà. Alors, c'est l'origine des peurs, puisque ça découle après de pathologies, de maladies graves. Surtout. Quoique, au passage, on rappelle que vous êtes un magnifique poivre et sel. Alors, quel est le retentissement du sel sur le rein? Parce que ça attaque aussi plusieurs organes, mais en particulier le rein. Ou pas? Alors, si. Alors, nous avons tous fait cette expérience-là. Ou souvent, lorsque nous arrivons, nous sommes un peu fatigués. Nous sommes fatigués. Et si, alors, à ce moment, si nous prenons notre tension artérielle, nous serons autour de 9, autour de 10. Nous sommes fatigués. Alors, on a fait cette expérience qui consistait à prendre, par exemple, un jus ou bien une boisson, un soda. Et quand nous prenons cette boisson, on se sent bien. On a tous fait l'expérience. Voilà. Alors, pendant que vous étiez fatigué, la tension était à 10. Quand vous prenez ces sodas ou bien ces boissons, vous vous sentez bien parce que la tension remonte jusqu'à 12. Donc, vous augmentez de 2 unités de tension artérielle. Alors, imaginez que vous étiez à 12, la tension normale d'un sujet adulte, vous étiez à 12. Quand vous prenez, vous remontez à 13, 14. 14, oui. Mais toutefois que la tension artérielle monte, le rein essaie d'équilibrer le cœur. C'est dans ce cas, on dit par exemple que le rein est à la fois acteur et victime de l'hypertension artérielle. Donc le rein essaie d'équilibrer le cœur pour ne pas que le cœur s'endommage. Donc il y a un impact direct de la consommation du sel sur le rein. Voilà comment est-ce que ça se passe. Voilà. D'accord. Alors, docteur, il est impérieux, il est très important aussi pour ceux qui nous suivent de savoir c'est quoi le sel. Alors, les différents types de sel que nous avons. Alors, il existe différents types de sel. Aujourd'hui, sur le marché, il y en a plusieurs types de sel. On a le sel que nous avons, le sel normal que nous avons, le sel blanc que nous avons, le sel iodé. Illustré ici, comme voilà, ça. Le sel blanc que nous avons, on a le sel de mer que nous avons. Voilà, le sel de mer. Alors, le sel blanc que nous avons est la forme raffinée du sel marin. Sel marin. Oui. Voilà, c'est comme par exemple, nous avons
L'huile rouge et puis l'huile raffinée. Voilà, d'accord, l'huile rouge contient des éléments minéraux, des protéines, des minéraux. La même chose comme le sel marin aussi contient des minéraux. Lorsque ça a été raffiné, on a le sel blanc. On a souvent les brises de sel, etc., que nous ajoutons souvent à la fin des repas. Mais généralement, le sel se retrouve sous cette forme-là, sel marin ou le sel blanc que nous avons. Maintenant, aujourd'hui, on essaie de substituer un peu le sel de sodium par rapport au sel de potassium. Il y a des produits en pharmacie qui contiennent un peu de potassium pour remplacer un peu le sodium. Parce que lorsqu'on parle de sel, le sel, l'élément clé du sel, c'est le chlorure de sodium. Voilà. Ça, c'est la formule chimique du sel. Le chlorure de sodium, le NaCl, ça, c'est le sel. C'est lui qui agit. Mais dans cette formule, l'élément clé de cette formule, c'est le sodium. D'accord. Voilà. L'élément clé du sel, c'est lui qui fait rentrer l'eau dans les artères, c'est lui qui augmente la pression artérielle. Donc, on a souvent du sel dans les aliments, mais souvent nous ne savons pas qu'il y a du sel dans les aliments. Voilà. Alors, je le dis, on a le sel, c'est du NaCl, le chlorure de sodium. Quand le sodium est seul, il n'est pas salé. Quand le chlore est seul, il n'est pas salé. C'est lorsque les deux se croisent, voilà, que ça forme un peu ce cristal. Voilà. Mais individuellement, il a dit tout à l'heure que l'élément clé du sel, c'est le sodium. C'est lui qui agit. Donc on peut trouver du sodium dans un aliment sans savoir qu'il y a du sel dans l'aliment. C'est pour cela que souvent, certains patients, et ceux qui sont hypertendus, prennent souvent des médicaments et puis vont se plaindre chez le médecin et disent « Non, docteur, malgré qu'il prend ces antihypertenseurs, ma tension ne baisse pas. » Et le cardiologue demande alors « Mais est-ce que vous ne mangez pas du sel ?»« Non, docteur, j'ai enlevé carrément tout le sel, je ne mange pas, je ne prends pas du sel. » Mais souvent, le patient ne sait pas que le sodium se retrouve sous différentes formes dans les aliments. Je prends un exemple bien précis. Lorsque, par exemple, on essaie de voir la qualité de l'eau, d'une eau normale, l'eau boisson, l'OMS autorise des taux de sodium, de sel, dans l'eau autour de 12 mg, de 3 à 18, 12 mg. Donc, on peut dire que l'eau que nous avons de manière courante est autour de 12 mg de sel. Mais il y a des boissons, des certaines eaux minérales qui ont des taux de sel. Voilà. Souvent, c'est faible, souvent, c'est élevé. Ça varie, ça fluctue. Voilà. Alors, toutefois que vous allez prendre un aliment qui est riche en sel que l'eau, alors vous allez voir que votre tension va se lever. Est-ce que vous savez par exemple que dans la carotte, il y a beaucoup de sel? Ah, on en vient justement, il faut nous citer les aliments dans lesquels on trouve du sel. Voilà. Oui, c'est ça. Alors, il y a du sel dans l'eau. Ce que nous prenons par exemple, l'eau de référence, l'eau de pomme que nous avons, mais il y a des aliments qui ont des taux de sel plus élevés que l'eau que nous buvons habituellement. Dites-nous en même temps le nom de ces aliments, on va vous vous allez voir par exemple que si nous considérons que l'eau courante a un taux de sodium autour de 12 mg par là, en comparaison à certaines boissons, il y a eau minérale. Je vais la citer. Vous savez, le thème soda, j'ai tout à l'heure dit le sel, le sodium. Oui. Le thème soda vient du fait que certaines boissons sont riches en sodium. Voilà. Pendant que l'eau fait 12, les sodas font 75 mg de sodium. Wow. Ah oui. Wow. Même les jus d'orange pressés que nous avons ont un taux de sodium autour de 45 à 55 mg de sodium. Donc l'orange est un aliment à fort taux de sel. L'orange contient du sel comme les autres fruits. Mais quand vous faites un jus de fruits, vous concentrez le sel de 5 à 6 oranges dans un verre pour boire. D'où vos recommandations de manger plutôt le fruit et non pas le jus. Voilà. C'est-à-dire que cette recommandation tient compte de plusieurs paramètres. Bien sûr. Et on même concentre à la fois le sucre, le sel. Docteur, les téléspectateurs regardent avec le calepin, les téléspectateurs de Matin Bonheur. On va citer, oui, il faut citer. On va faire la liste des aliments à fort taux de sodium et comment les équilibrer aussi, parce qu'il ne faut pas les proscrire. Parce qu'il faut qu'on sache, parce que des fois on fait... Moi, il y a des choses qu'on ne savait pas. Dans l'eau de robinet, l'eau de Donc on va demander plutôt des dans les pâtes dentifrice, dans les pâtes dentifrice, dans beaucoup de choses. Alors, classification. Donc ici, je disais par exemple tout à l'heure qu'il y a du sodium dans les sodas, dans les jus de fruits, à hauteur de 45 à 55 mg de sel. Il y a du sel aussi dans la carotte à hauteur de 69 mg. Wow. Donc vous voyez qu'à Abidjan, ceux qui prennent les carottes pour faire les régimes, ça ne marche pas. Oui, on en voit. Parce que la carotte est remplie de sel. Problème d'information. Voilà, il y a ça. Est-ce que vous savez aussi que l'eau de coco fait 105 mg de sel? Non, on ne le savait pas, vous nous apprenez. Donc l'eau de coco fait 105 mg de sel. Pourtant, on dit que c'est bon pour les reins. Malheureusement,
Voilà, malheureusement, et certaines personnes qui sont hypertendues disent que non, on boit l'eau de coco. coco. J'entends ça, vous Oui. l'avez le cœur. Oui, ça. J'entends ça et ça me fait marrer. L'eau de coco est remplie de sel. Vous voyez? Alors, le lait en poudre que nous avons, le lait liquide fait tout de 50 mg de sodium, de sel, et le lait en poudre fait près de 371 mg de sel. Sachant que, aussi que le lait en poudre écrémé fait de 494 mg de sel. Et vous voyez que quand vous prenez ces aliments, vous faites des régimes, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, vous mangez du sel. C'est ça. Vous mangez du sel. Directement, là, c'est directement même. Voilà. La tension est élevée, vous arrivez. Non, docteur, malgré que je prends ces médicaments, ma tension ne baisse pas. Mais vous mangez du sel. Et nous savons que le sel élève la tension artérielle. Donc, c'est un peu ça. Voici un peu quelques aliments que je cite par les mails. La liste n'est pas exhaustive, mais quelques aliments que nous consommons régulièrement qui sont riches en sel. En même temps, docteur, ces aliments, on ne va pas les proscrire, les bouter de nos assiettes. Comment les équilibrer pour pouvoir avoir le bon dosage en matière de sel? Je disais tantôt, l'alimentation dépend de plusieurs facteurs. Ça dépend de ce que nous recherchons. Si par exemple, une jeune femme a une forme fine, qu'elle aimerait prendre un peu de l'embonpoint, docteur Ambo, je viens te voir ce matin, je vais grossir un peu. Mais on va leur dire, ah, ces aliments-là, mangez-les. Lesquels? Les aliments qu'il vient de citer. D'accord. Il dit alors que, et que si nous mangeons la carotte, nous prenons du lait, du fait que ça contient beaucoup de sel, ça va retenir l'eau, nous allons grossir, la tension va s'élever. Pour une jeune femme qui n'a pas un problème de tension, qui veut grossir, là, vous voyez, au lieu de procéder des aliments, au contraire, sur cette personne, on va dire, alors prenez ces aliments que vous allez voir que vous allez prendre du poids en moins de 2 à 3 mois. Ça dépend, l'alimentation, on ne proscrit, ça dépend de ce que nous recherchons. Alors voilà. moi j'aimerais savoir, concrètement, quand les jeudis, par exemple, on vous entend, qu'est-ce qu'on doit manger finalement? Parce qu'il y a de l'huile dans tout, il y a du gras, il y a le lait. Alors que tout ce que vous citez là, ce sont des éléments qui sont dans notre quotidien, voilà, par nos enfants, par les personnes. Finalement, on mange quoi? J'ai envie de dire, on mange qui? Ce que je dis souvent ici, je prends le temps d'expliquer les choses. La première fois, il a insisté sur l'huile. Il a dit que l'huile ne rend pas malade. Parce que je ne connais pas de maladie apportée par l'huile. Par contre, je connais des maladies pour ceux qui ne mangent pas de l'huile. Je connais leurs maladies. Bon, là, aujourd'hui, on parle du sel. Le sel aussi est bon pour la santé. Le sel est bon pour la santé. Le sel est bon pour la santé. Et c'est l'excès de sel qui pose le problème. Souvent, on voit souvent ici que certaines entreprises, on fabrique des bouillons un peu salés. Mais l'entreprise dit bien que mon bouillon est salé. Donc, pas ajouter avec du sel. Comme c'est salé, alors on le prépare sans ajouter. On met l'un ou l'autre. Mais nous, on utilise à la fois les bouillons et puis le sel. Et on se plaint que non, ces bouillons entraînent l'hypertension et la maladie rénale. C'est une mauvaise presse. Mais le fabricant a bien dit. Et souvent, il dit même que ce cube, c'est pour tel nombre de personnes. Il précise bien. Mais c'est nous, c'est dans l'utilisation de la chose. Comment appréhender le sel pour qu'il soit bon pour notre santé? Comment l'utiliser à bon escient pour qu'il soit le sel de notre vie, avec S majuscule? Il est recommandé de consommer près de 6 grammes de sel par jour. C'est-à-dire qu'on peut, ce que nous faisons 6 souvent... grammes ça se quantifie comment on fait de manière facile pour tout le monde. Souvent nous disons pour ceux qui n'ont pas d'appareil de mesure. Par exemple, on prend la petite cuillerée à café que nous rasons bien. On prend la moitié à midi et puis la moitié le soir. Simplement. Voilà. C'est comme ça qu'on essaie d'appréhender et mesurer. Donc, à ajouter dans la sauce, c'est ce dosage-là. Voilà. Mais il y a certains aliments qui contiennent naturellement du sel. D'abord, tous les aliments contiennent naturellement du sodium. Voilà. Le sel sous la forme sodium, voilà. Donc, les aliments que nous avons contiennent du sodium naturellement. Donc, souvent, même si on prépare un repas sans ajouter du sel, il y aura un taux minimum de sel dans l'aliment que nous avons déjà. Alors, il y a plusieurs écoles qui s'affrontent. On met le sel après le repas. Ça, c'est pas trop salé. Ou quand on met le sel pendant la cuisson, là, ça c'est dangereux. Qu'est-ce que officiellement vous nous dites aujourd'hui? Qu'est-ce qui est mieux? Salé pendant ou salé après? Ou bien après? Alors, c'est une question de savoir apprécier le sel dans l'aliment. Lorsqu'on prépare un repas sans sel et qu'après nous ajoutons du sel, on perçoit rapidement le goût salé. Ça nous permet de mesurer, de diminuer le taux de sel. Alors que lorsqu'on prépare l'aliment avec le sel, alors souvent le sel rentre dans les différents ingrédients, de sorte qu'on n'apprécie pas trop le sel. Donc, nous serons amenés à rajouter. Voilà. Donc, c'est une question de dosage. Donc, il y a une absorption du sel par les aliments qui fait qu'on ne ressent pas forcément la teneur. Donc, nous serons obligés. Et puis, on a emporté dans la préparation. C'est vrai que... Donc, on ajoute. C'est bien de goûter comme ça au creux de la paume, là. Mais ça dépend du seuil de perception de la personne.
Si une personne qui a un seuil de tension élevé va goûter, la personne ne sentira pas. Alors que lorsque vous allez arriver, vous allez sentir que non, l'aliment est déjà salé. Donc la langue est différente. Voilà, ça dépend du seuil de perception de la personne. Docteur, quels sont les aliments de notre quotidien? On a cité déjà peut-être des aliments par rapport au matin, au petit déjeuner. Grosso modo, hein, quels sont les aliments de notre quotidien qui contiennent beaucoup de sel dont on doit se méfier? Généralement, ce sont ceux-là. Sinon, tous les aliments contiennent du sel. Ce sont ceux que j'ai cités, par exemple, le lait, la carotte, l'eau de coco, les jus de fruits, les sodas. Et la charcuterie, on en avait aussi en illustration. La charcuterie, comment ça se passe? La charcuterie contient beaucoup de sel. Ah, oui. Beaucoup de sel dans la préparation, mais beaucoup de sel dans l'élément que le fabricant prend pour conserver la charcuterie. La concentration. C'est-à-dire, concrètement, dans le process, nous allons ajouter du sel. Du sel, la forme sel blanc. Mais dans le process, il y a ce qu'on appelle les additifs alimentaires. Les additifs alimentaires. Et il y a des additifs tels que, par exemple, le NaO2, c'est du nitrite de sodium. Le nitrite de sodium qui est comme conservateur. Voilà, déjà, le sodium vient ici pas comme vient pour saler. Mais le sodium vient ici comme un conservateur. Donc, vous voyez un peu que, d'abord, dans le process, le sel intervient à deux niveaux. Le sel intervient d'abord pour le goût, mais le sel aussi intervient maintenant en tant que conservateur. Voilà, il y a une forte concentration de sel dans sodium plus sodium, nitrate plus chlorure. Voilà, c'est un mélange explosif qui n'est pas bon pour notre santé. C'est un peu comme ça. Dans ce niveau-là, le sodium intervient à deux niveaux, en tant que conservateur, mais en tant que aussi... Et les dentifrices. Dans les dentifrices, on dit également qu'il y a beaucoup de sodium. Mais généralement, ce ne sont pas les aliments que nous mangeons, c'est juste pour se brosser. Et puis, non, ça, c'est pas trop... Comme c'est pas ingurgité, c'est rejeté. On se brosse, on laisse tomber. C'est ce que nous mangeons, tels que les olives, tels que les apéritifs, justement. Généralement, c'est pour les conserver. On fait des saumures, c'est pour les conserver, que ces aliments, ces saumures-là contiennent beaucoup de sel. C'est-à-dire qu'on fait les olives, mais pour maintenir leur durée de vie, c'est-à-dire que sous le commerce, voilà, pour permettre à le vendre pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, sans qu'il ne se détériore. Donc, on fait des saumures dans lesquelles on met beaucoup de sel. Docteur, viande ou poisson? Viande ou poisson pour le sel ou pas sel? Viande ou poisson? Pour les régimes alimentaires, pour quelqu'un qui veut faire un régime alimentaire peu salé, le poisson est plus conseillé que la viande. La viande est plus salée que le poisson. Oh, ok. Voilà, la viande est plus salée. Donc, quand on voit des personnes qui font des steaks et saupoudrés comme ça de sel, il ne faut pas le faire, il faut laisser comme ça nature? Ça dépend du seuil de perception du sujet. Voilà. Sinon que généralement, la viande est plus salée que le poisson. Et clin d'œil au beurre salé. Docteur, Alix, je ne sais plus ce que moi je dois manger. Clin d'œil au beurre salé. Parce que chaque année, on a des nouveautés sur ce plateau. Matin Modern est victime de ces consultants. Ils sont tellement calés. Quand ils viennent, ils nous disent des choses, on note. L'autre vient aussi, on note. Mais finalement, je sais que chez vous, vous vous posez la question, finalement, qu'est-ce qu'on mange? On mange quoi? Et parlons toujours du beurre. Est-ce qu'il faut le faire, il faut le prendre salé ou pas salé? Il y a des friands de beurre salé. Oui. Ils aiment le sel. Ils aiment le sel, donc ils prennent du beurre salé. Mais s'il y a du beurre non salé, généralement, le sel ne pose pas un problème. Il commence à poser un problème lorsque un problème d'hypertension se pose. Vous voyez un peu. Donc, les jeunes que nous avons, ou bien les personnes comme vous qui mangent du sel normalement, il n'y a pas de souci. Mais c'est l'excès de sel qui pose comment, problème. au fait, c'est le normalement, là. Comment, on n'a pas d'appareil. Beaucoup n'ont Mais pas il y a des appareils. Comment on fait? On va partir avec la cuillère. Bon, on va raser. Le docteur a dit de raser le... Non, c'est pas difficile. Ou on s'oriente vers la nourriture moléculaire. C'est pas difficile à faire quand même. On dit que vous avez, par exemple, un peu de tension. La tension commence à s'élever tout de 12, 8, 13, 14. Vous avez 14 de tension. On vous demande, en mangeant seulement rasé, prenez la moitié. Docteur, pour cela, il faut le savoir. Il faut prendre sa tension régulièrement. Sinon, dans le quotidien de la vie comme ça, tous les jours, on traverse la vie, on mange le matin, le midi et le soir. On ne fait pas forcément attention. Donc ici, avec vos instructions, peut-être qu'on pourrait maintenant faire attention. Ok, et ce sont des maladies insidieuses. Hein. Voilà. On ne sait pas qu'à un certain moment, ça se déclenche. Et puis à un moment, on a des signes avant-coureurs. D'où la prévention. C'est pour ça, moi, je veux qu'on termine avec la prévention. La prévention pour les jeunes, pour les femmes, pour les seniors, pour tous ceux qui sont dans des situations vraiment de vulnérabilité. Généralement, dans les campagnes que les sociétés engagent pour leurs agents, on recommande de prendre la tension artérielle, de prendre 3 à 4 fois l'année. 3 à 4 fois l'année, on peut aller prendre la tension. Ce n'est même pas cher, c'est à 500 francs. 3 à 4 fois l'année, on le prend et puis on vérifie la tension. La tension artérielle d'un sujet normal, c'est de 12,8.
de 12-8. Alors, on peut avoir des tensions de 11, ça peut aller. Mais lorsqu'on commence à aller vers 13, à partir de 14-9, il faut s'alarmer. On dit que vous faites l'hypertension artérielle. 14-9. Bon, ça, les cardiologues sont bien placés pour le savoir. Ils sont bien placés. Mais déjà, il faudra que nous réduisions le sel dans nos aliments. Et généralement, on donne des conseils. Si vous utilisez les cubes, ne mettez pas du sel. Si vous mettez le sel, ne mettez pas de cubes. Si vous mangez du garba, ne mangez pas directement le garba avec des cubes. Le thon même est déjà salé. Ah oui, à ce niveau-là, les cubes mangés sans cuisson, c'est conseillé. On entend tellement de choses sur les bouillons. Moi, je ne suis pas là pour défendre une entreprise, mais ce que moi je sais, c'est que ce n'est pas la composition des cubes, des bouillons qui pose le problème. C'est l'utilisation. C'est l'utilisation. Voilà. On ne peut pas mettre sur le marché un produit toxique, non. C'est l'utilisation. Il y a des normes qualité. Exactement, surtout de hautes normes qualité. Nous sommes en Côte d'Ivoire, voilà, on a Codinorme, on a tout. Voilà, nous avons tout ça. Mais c'est dans l'utilisation que pose le problème. Même l'eau, on peut utiliser l'eau en excès et puis l'eau peut tuer. Oui, il y a des hypertendus qui se plaignent de l'eau du robinet, qui trouvent ça à ce niveau-là par rapport à l'eau minérale, à l'eau gazeuse. Est-ce qu'on peut en parler un peu? Alors, la salinité. Le taux de sel de la salinité. La salinité de l'eau. Alors moi, ce que je conseille, il est vrai que, et je disais tout à l'heure qu'il y a le sel dans l'eau de pompe, il y a le sel aussi dans les eaux minérales. Moi, personnellement, j'utilise l'eau de pompe. J'utilise les eaux minérales à des occasions. Mais pour utiliser l'eau de pompe à la maison, je conseille à tous. De filtrer. Non, filtrer, il faut payer les filtres, souvent c'est un peu cher. On peut payer des bassines. C'est blanc, hein. Les bassines, là, les grosses bassines, on paye à 1500 ou bien c'est à 3000, on le paye. On laisse l'eau décanter. On peut puiser une grande quantité d'eau dans la bassine et nous laissons l'eau décanter. C'est-à-dire qu'on puise, on remplit. Et nous laissons pendant 2 heures, 3 heures. Vous allez voir un peu le dépôt. Oui. Et c'est cette eau-là, ce qu'on peut recueillir, je pense qu'elle est... Et l'eau minérale, c'est bon ou c'est pas bon? Moi, personnellement, j'utilise à des occasions. Et je ne peux pas garantir, ça, ce n'est pas mon rôle de garantir la qualité d'une eau. Parce qu'il y a des choses que nous savons. C'est une campagne à contrario, parce que, bon, comparativement à l'eau du robinet, on nous fait croire, à tort ou à raison, que voilà, ce serait l'eau d'une qualité extrême. Moi, je n'ai pas... Ne vous avancez pas là-dessus. Voilà. Merci beaucoup à vous, docteur Anvo. Voilà, finalement, moi, le conseil, c'est de prier avant de manger. Jeûner. Et puis d'espérer que vraiment tout se passe bien. Parce que vraiment, à cette allure-là, c'est pas évident. Mais au fait, ce qu'il faut retenir aussi, très chers téléspectateurs, c'est que tout est dans la mesure. La pub, on se retrouve juste après. Sous le patronage de la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Mme Kandia Kamisoko Kamara, sous le parrainage du secrétaire d'État au renforcement des capacités, M. Epiphane Balozoro, le groupe Eduweb.ci organise la cérémonie de lancement national de ses activités pour l'année scolaire 2019-2020, le jeudi 5 décembre 2019, à la salle des fêtes de la mairie de Sinfra, à partir de 8h. Eduweb.ci, le pas dans le futur. Besoin d'amplifier la visibilité de vos marques et de celle de vos clients? Optez pour des programmes qui comptent, ceux du groupe RTI. Sur l'information, de 20h à 20h30, le JT de 20h sur RTI 1. Premier programme grand public. De 5h à 9h, la matinale de Radio Côte d'Ivoire. Premier en part d'audience. Sur le divertissement, de 5h55 à 7h30. Matin bonheur sur RTI 1. Deuxième en programme grand public. De 12h à 12h50. C'est midi sur RTI 1. Premier en part d'audience. De 21h à 23h. Carré Rose sur Fréquence 2. Premier en programme par excellence des adultes. Sur la fiction, de 20h50 à 21h50. Le Babyhood sur RTI 1. Premier en part d'audience des fictions du dimanche. De 16h à 17h. Le Bollywood sur RTI 2. Premier en programme de référence du lundi au vendredi. Et ce n'est pas tout. Les chaînes du groupe RTI, c'est 100% de couverture du territoire ivoirien. Les contenus les plus efficaces sont au cœur des programmes des chaînes du groupe RTI. RTI, la marque du service public.
Dernière escale de l'information dans Matin Bonheur consacré à l'international. Bienvenue. Le président français Emmanuel Macron a voulu répondre aux polémiques sur la question de la présence française dans la bande sahélo-saharienne. Interrogé lors d'une conférence de presse à l'issue du sommet de l'OTAN à Londres, le chef de l'État a conditionné hier le maintien de l'opération française Barkhane à une clarification des pays du G5 Sahel, souhaitait-il notre présence? Je veux des réponses claires et assumées sur ces questions, a déclaré le président français. Ils sont les premiers autistes de France scolarisés en collège dans un dispositif sur mesure. 6 adolescents ont fait leur rentrée à Seine-Saint-Denis, où l'équipe enseignante espère faire des émules ailleurs sur le territoire. Reportage. Hier, c'était mardi 12 novembre 2019. Aujourd'hui, c'est mercredi 13 novembre 2019. C'était de la dernière fois, du dernier jour. Mozart, c'est Mozart enfant. Je les récupère en 6e. Certes, ils n'ont pas un niveau 6e, mais on peut se consacrer beaucoup plus en fait au scolaire, car le social n'a pas été réglé, hein, il ne faut pas non plus se voiler la face, mais toute une partie a déjà été élaguée en fait à l'école primaire. Et c'est ce qui est important de soutenir, c'est que là on est sur une continuité, chose qui n'existait pas auparavant. Elle est ici, donc ce artiste avec son papa qui est professeur de musique. Il va falloir, par exemple, séquencer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une activité qui va durer une demi-heure, 3/4 d'heure. C'est impossible. Ensuite, tout doit être ritualisé. Ça, c'est important. On doit, par exemple, au début de la journée, leur annoncer ce qu'il va leur arriver. On va faire ci, on va faire ça. Aujourd'hui. Ah, quand même. Oui, je suis zen. Ouais, je suis cool zen. On a mis la date, on a mis nos humeurs du jour. Tout le monde va assez bien, on est tous dans les jaunes. Sauf Mounib qui est énervé, mais à mon avis, Aïe, là déjà, ça va mieux. Ça va mieux. Je travaille bien des fois et je fais une erreur des fois. Je fais pas de bêtises dans le collège, je suis pas puni là. Si quelqu'un m'embête, j'ai dit à les adultes. Chanel a dévoilé hier à Paris des vêtements dits trésors lors d'un défilé mettant en lumière les savoir-faire uniques de brodeurs, plumassiers et autres métiers d'art. Après Hambourg et New York, le traditionnel défilé des métiers d'art a lieu cette année à Paris, au Grand Palais, où la maison présente ses collections haute couture et prêt-à-porter. Il a été avancé d'un jour en raison de la grève prévue aujourd'hui en France contre la réforme des retraites. Connu dans le passé pour sa violence, le quartier 13, près de Medellín en Colombie, souhaite faire peau neuve avec le tourisme et plus particulièrement grâce au street art. Dans les escaliers étroits où s'affrontaient guerreros et paramilitaires se promènent aujourd'hui des visiteurs étrangers. Ils prennent des photos tout azimut et échangent avec les rescapés de cette lutte meurtrière du XXe siècle. Autre belle image à voir, en Corée du Sud, des plongeurs en costume de Noël offrent un spectacle dans l'aquarium de Séoul. Ces performances de 25 minutes intitulées « Joyeuses fêtes » se tiennent jusqu'au 31 décembre prochain. Merci de votre attention, c'est la fin de ce point de l'actualité. Demain, vous serez en compagnie de Abdoulaye Koné. Merci à vous, Régis Cauchy. Belle fin de semaine. Et on se revoit lundi avec bonheur. Alors, nous, on va parler du rouge, mais pas du rouge du Noël, mais du rouge sang. Rouge sang, parlant des règles douloureuses, cette pathologie peut-être, ou ce phénomène que vivent bon nombre de femmes. 75% en moyenne des femmes sont touchées par les règles douloureuses. Comprendre les causes, les symptômes et les remèdes pour essayer de mieux vivre avec, c'est ce que nous allons faire tout à l'heure avec le docteur Madi, docteur J.
gynécologue obstétricien, juste après le jingle. Les règles douloureuses, mesdames et messieurs, comprendre et calmer les douleurs, tout le monde le sait, hein, les règles douloureuses ont des incidences multiples et multiformes sur la sérénité des femmes. Sociologiquement, il y a des incidences et puis aussi au niveau psychique, psychologique, physiologique. Et le docteur Madi est avec nous pour nous en parler. Moi, la première question, hein, docteur, pourquoi on dit règles? Par rapport à quoi on dit règles? Parce que c'est cyclique. D'accord. C'est pourquoi on dit les règles, c'est réglé. Chez l'homme, il n'y a pas de règles. Non, lui, il est comme ça. Mais pourquoi on dit douloureuse maintenant? Mais quand on dit douloureuse, parce que ça fait mal. Parce que ça fait mal. Et puis, tout à l'heure, elle disait comme ça que c'est une pathologie. En fait, ce n'est pas une pathologie. C'est un phénomène. Non, mais c'est physiologique. Parce que je pense qu'il est mieux que ça soit douloureux pour que la femme sache qu'il y a des précautions à prendre. Parce que si ce n'est pas douloureux, elle ne prendra pas de précautions. Elle va se retrouver dans le woro ou bien dans le bus, mais en train de rougir. C'est-à-dire, comme vous l'avez dit, c'est du rouge. Vous comprenez? Alors, donc, il est mieux que ça soit douloureux, mais il y a une certaine intensité que ça ne doit pas dépasser, il y a une certaine fréquence que ça ne doit pas dépasser, et puis ça ne doit pas être associé à certaines pathologies, non pas à certains symptômes. Et là, on parle de règles douloureuses pathologiques. D'accord. On va aller au cœur du sujet pour comprendre pourquoi ces règles-là sont douloureuses et d'autres sont non douloureuses. Oui, elles sont douloureuses parce qu'il y a une substance qu'on appelle la prostaglandine. Il y a des femmes qui sécrètent plus de prostaglandine que d'autres. Vous comprenez? Les femmes sont différentes d'une femme à une autre. Donc, il y en a qui fait il y a une hypersécrétion de cette substance-là qui fait qu'il y en a qui vont ressentir ça plus douloureusement et plus fréquemment et puis plus intensement. Et puis d'autres non, d'autres c'est juste des petites crampes, tout ça. Voilà, des petites crampes qui, malheureusement, indisposent certaines femmes. Voilà. Et surtout quand ça survient. Je me souviens qu'au bureau, j'étais assis en face d'une femme, j'étais dans son bureau, et puis paf, ça a déclenché. Et puis j'ai senti dans son regard que c'était monstrueux. Il dit, oui, ça vient de me surprendre. Il dit, non, ça ne t'a pas surpris. Allez. Donc elle allait aux toilettes. Donc ça peut surprendre les femmes à n'importe quel moment, mais je pense qu'il est mieux, les femmes, elles doivent se connaître. Malheureusement. Okay. Se connaître, le mot est lâché. Docteur, quels sont les facteurs qui aggravent ces douleurs? Alors, le facteur le plus commun même, c'est le choc émotionnel. Vous voyez, c'est le stress, vous comprenez? En dehors de certaines pathologies comme les fibromes, etc., les infections. Mais c'est surtout chez la femme, j'ai compris que c'est le stress, c'est l'angoisse, vous comprenez? Ça va encore augmenter parce que dans l'angoisse, dans le stress, il y a ce qu'on appelle l'adrénaline qui est un vasoconstricteur qui va encore aggraver encore ces dysménorrhées, comme on le dit, parce que c'est le terme même qui est scientifique, c'est les dysménorrhées. Voilà. Docteur, est-ce qu'il y a une classification à faire en termes de règles douloureuses? Il y a plusieurs types. Oui, il y a plusieurs types. Il y a les dysménorrhées primitives, c'est-à-dire que la femme, depuis qu'elle fait ses règles, elle n'a que des règles douloureuses. Et puis, il y a les règles douloureuses qui sont secondaires. Elle n'en faisait pas. Et puis, à un certain moment de la vie, ça a commencé. Oui, et puis, il y a les règles douloureuses qui sont tardives, c'est-à-dire à l'âge de 45 ans, ça commence. Et à chaque période, justement, correspond à une certaine pathologie. Justement, vous avez parlé de 45 ans là. Docteur, à quel âge ces douleurs surviennent-elles généralement? Non, généralement, on a... les premières règles, vous comprenez, parce que la jeune fille, elle ne s'attend pas à ça. Elle a 9 ans, 10 ans, et puis un coup, elle voit ses menstrues. Le stress fait qu'elle va commencer à paniquer, vous comprenez. Donc, c'est les premières règles là qui font qui est la période la plus cruciale par rapport aux règles douloureuses, vous comprenez. Mais il faut quand même calmer la jeune fille. À 11 ans, 12 ans, ou voire même à 14 ans, 16 ans, quand c'est première, il faut la calmer pour dire que ce n'est pas grave. Parce que c'est dû à seulement une contraction. C'est une contraction. C'est ces prostaglandines qui vont entraîner une contracture au niveau de... Comme la femme, c'est la même substance qui fait accoucher la femme. Donc, il faut la rassurer pour dire que ce n'est pas grave et que ça va passer. Voilà. D'accord. Docteur, quand vous dites il faut rassurer, ce n'est pas grave, c'est en termes de compréhension de ce qui se passe. Mais oui, en termes de douleur, franchement, c'est vécu, ça fait mal. Il faut qu'on le dise. Alors, l'impact de ces douleurs sur le quotidien de la jeune fille, c'est lequel? Parce que pour celles qui ont cette hypersécrétion de la prostaglandine, il arrive parfois où certains ont des vomissements, ont des nausées, ont des diarrhées, certains même s'évanouissent et on est obligé de les transporter. Vous comprenez? C'est tellement intense que vraiment, vous comprenez, la jeune fille qui doit aller à l'école, mais du coup, pendant 3-4 jours, elle n'ira pas à l'école, vous comprenez? Et puis la femme qui enseigne
enseigne ou bien qui travaille. Ben, quand ça va commencer, écoutez, il y a de l'absentéisme. Il y a de l'absentéisme. Donc, c'est un impact. Et puis, il y a certaines aussi qui ont cette tendance à avoir honte devant les gens, de dire que... Voilà, et puis il y a beaucoup de choses aussi dites, des mythes, des légendes par rapport aux règles douloureuses. On dit par exemple, j'en discutais avec ma réalisatrice quand on préparait l'émission, qui me disait que les gens disent de plus en plus que quand une femme a les règles douloureuses, c'est qu'elle est fertile. Il y a beaucoup d'idées reçues comme ça. Il y en a aussi qui disent que, c'est le contraire. Hein. Alors, qu'il y a des règles douloureuses. Non, mais ça dépend parce qu'en fait, c'est qu'il y a des pathologies qui sont associées à cela, vous comprenez, notamment l'endométriose. Là, c'est difficile. Parce que l'endométriose, ce sont des règles qui sont douloureuses et qui sont rythmées. Et puis, c'est difficile à les calmer. Donc, voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a des remèdes efficaces contre ces douleurs-là, docteur? Écoute, efficacité, moi, je pense qu'il faut être il faut relativiser les choses. Parce que moi, je pense, du moins dans mon expérience de 35 ans de pratique, je pense qu'il est mieux qu'on puisse, prendre ça comme, comme physiologique, vous comprenez, quand ça n'a pas une incidence sur le quotidien, quand ça n'a pas d'incidence sur l'état général de la patiente, bon, il faut la rassurer. Mais sinon je crois que la méthode efficace, d'abord, on commence d'abord par les petites choses. Pas du paracétamol d'abord, pas des petits calmants, et puis ensuite, petit à petit, on peut monter. Mais souvent, les femmes, pour pouvoir calmer la chose, elles vont prendre carrément des anti-inflammatoires, elles vont prendre des antalgiques très puissants, et ce qui n'est pas du tout conseillé. Wow. Voilà, c'est pas du tout conseillé. Donc, il est mieux de commencer d'abord petit à petit, et puis voilà, entrer dans le bain, c'est comme ça. Vraiment. Et puis la chose, moi je conseille aux femmes plutôt de pouvoir, vous voyez, quand vous voyez les prodromes, c'est-à-dire les petits signes qui font appel à ça, mais prendre des ces petits signes-là, comment on les matérialise? On appelle ça, les identifier. Oui, on peut les identifier parce que d'abord il y a le changement d'humeur. Tu sens que la femme sent que, voilà, il y a une petite, et puis il y a des acnés, vous comprenez, il y a la gêne, il y a des acnés, on appelle un syndrome prémenstruel qui survient 2 à 7 jours avant les menstrues. Donc, il est mieux, quand ces choses arrivent, déjà se préparer et puis prendre des précautions en prenant des... Comment se préparer? Comment se préparer? C'est-à-dire, en fait, il y a des médicaments qu'il faut prendre. Et, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, il faut prendre du paracétamol. Et puis, pourquoi? Parce que la CMI, c'est-à-dire la concentration minimale inhibitrice, 2-3 jours après, va augmenter, de sorte que quand la douleur arrive, alors cette concentration va bloquer justement. On se prépare. Voilà, on se prépare. Mais quand la douleur est déjà là, quand vous prenez le paracétamol, il est difficile pour vaincre la douleur. C'est un combat. Voilà, c'est une contraction. Alors, docteur, le fait d'avoir des règles douloureuses jusqu'à un certain âge, est-ce que ça prédispose à la stérilité? Oui, à un certain âge, parce que si la femme n'a pas d'enfant, vous voyez, on suspecte toujours, surtout l'endométriose. C'est surtout l'endométriose, et qui est une pathologie vraiment difficile à gérer, vous comprenez. Et ça, certes, on arrive à pouvoir soigner cela, mais vraiment, c'est difficile pour une femme qui a une endométriose de pouvoir procréer. Voilà. Donc, c'est à cet âge avancé là qui fait que on se dit qu'il y a une sévère en bas. Voilà. Docteur, là, on parle de l'endométriose, mais est-ce qu'il y a d'autres maladies qui découlent des règles douloureuses? Oui. Vous voyez, tout ce qui a trait à l'utérus, parce que c'est de l'utérus que vient ce sang-là, tout ce qui a trait à cela, c'est notamment une femme qui a une cervicite, une femme qui a une endocervicite, une femme qui a une endométrite, une femme, par exemple, qui a une dystrophie ovarienne ou un kyste ovarien. Docteur, toutes ces maladies-là, comment les reconnaître? Les symptômes? Parce que peut-être il y a des dames à la maison qui ont ça, qui ne savent pas, vous le dites avec le terme technique, mais elles ne peuvent pas identifier. Oui, pour les identifier, malheureusement, c'est que le facteur commun, c'est la douleur. Vous comprenez? Le facteur commun, c'est la douleur. Et la douleur plus les saignements, vous comprenez? Maintenant, quand on dit que c'est une pathologie, il est mieux d'aller voir le médecin, vous voyez, et puis il fera différents examens, vous comprenez? Et le premier examen à faire, et le moins cher, c'est l'échographie. On fera l'échographie et on verra si c'est une dysménorrhée essentielle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de maladie, rien du tout. C'est comme ça que ça y est. Et puis bon, voilà, on va avec. Mais sinon, il est mieux d'aller voir le médecin et faire tous les examens possibles pour pouvoir savoir quelle est l'origine de ces règles douloureuses. Marc, permettez, j'avais envie de rebondir sur le seuil de douleur, parce que généralement, quand on a nos règles, c'est vraiment à un jeune âge jusqu'à ce que on quitte la terre. On nous dit faut supporter, c'est la douleur et tout ça. À quel seuil il faut s'alarmer? Non, c'est quand les choses sont associées. Quel seuil de douleur? Voilà. De douleur, oui. C'est quand certains
notamment lorsque ces douleurs, lorsque le sang est abondant. Deuxièmement, lorsque après les règles, les douleurs persistent, vous comprenez, ou bien que ça entraîne des nausées, des vomissements, des diarrhées, vous comprenez, ou bien que carrément, elle ne supporte pas ça, parce qu'il y en a qui ne supportent pas ça. Elle ne supporte pas ça. Donc, il est mieux pour le médecin de pouvoir aller chercher la cause et puis ne pas dire à la patiente, non, il faut supporter ça. Elle ne pourra pas supporter ça, vous comprenez. Oui, c'est désagréable. Alors, docteur, chez les femmes d'un certain âge, mais qui sont toujours réglées, est-ce que les règles douloureuses sont le signe d'une maladie gynécologique? Oui, c'est ce que j'ai dit là, notamment au suspect de l'endométriose. Ou bien carrément, c'est un polype. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est des fibromes qui sont dans l'utérus, vous comprenez? Des polypes justement, dans l'utérus. règles douloureuses et fibromes, on allait en venir. Kyste et autres. Oui. Non, le kyste, c'est au niveau de l'ovaire, vous comprenez? C'est au niveau de l'ovaire. Mais sinon, le fibrome, lui, oui, il saigne. Ouais. Voilà, il saigne et puis il fait très mal. Il fait très mal lorsqu'il y a les menstrues. Ça fait très mal, puisque c'est une contracture. Vous comprenez? L'utérus va venir se mettre devant cette boule-là et puis se contracter. Vous comprenez? Il y a la douleur et puis il y a les saignements en plus. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, l'examen le plus simple à faire, c'est de faire une échographie. Voilà, c'est tout. Alors, docteur, on a parlé d'un fort taux de femmes qui seront touchées ou qui sont 75%, touchées. Voilà, oui, 75%. C'est dire que c'est vraiment les 25% qui seront sauvés, mais toutes ces femmes-là vont... Sauvées? Non, quand vous dites... Épargnées. Docteur, non, ça fait mal. Bon, oui, ça fait mal, mais quand vous dites ça, effectivement, il y a des femmes qui n'ont pas de douleur du tout. Quand ça vient normalement, etc. Pas de douleur, des crampes, des petites choses. Bon, et puis ça passe. Mais il y en a, par exemple, qui ont un seuil très élevé, justement, de cette douleur-là. Mais c'est elle qu'il faut soigner. Oui. Docteur, il y a dans l'imagerie populaire, on dit aussi que quand une femme a des règles douloureuses, après le premier enfant, ça passe. Oui. Est-ce que c'est vrai ou bien ça relève du mythe? Oui, effectivement. Après l'accouchement, effectivement, on a vu des cas comme ça où après le premier accouchement, bon, les choses... Mais ça peut... C'est des exceptions. Comment? C'est des exceptions. C'est des exceptions, vous comprenez. Mais la douleur ne diminue pas, hein. Ah bon? C'est l'intensité qui diminue. Voilà, la douleur ne diminue pas, mais sinon c'est l'intensité qui diminue. Puisqu'elle a connu une intensité, c'est quoi? C'est déjà l'accouchement. Donc déjà, elle a eu un seuil. Donc quand ça arrive, elle se dit, bon, elle se dit que si j'ai vécu ça, c'est... Est-ce qu'il y a des règles parfaites où il n'y a aucune douleur? Normalement, les règles doivent avoir au moins une petite douleur, ou bien il y en a qui n'ont rien du tout. Rien du tout, oui. Jusqu'à la ménopause. Et moi, je pense que c'est... En tout cas, dans mon expérience, je pense que c'est pas bien parce que tu n'as rien du tout. Alors, mais oui, mais écoute, tu montes dans le woro. Qui veut la douleur. Tu montes dans le woro. Je ne suis pas maso. Non, mais franchement, docteur, vous excitez la... docteur qui veut la douleur de ses patients. Vous souhaitez la douleur. La douleur n'est pas pathologique. Une douleur peut être un signe annonciateur. Vous comprenez? Tu n'as pas mal, tu rentres dans le woro, tu es en blanc. Tu vas. Mais voilà pourquoi c'est réglé. Donc tu sais exactement la période où tu prends tes dispositions. Non, malheureusement, c'est que les femmes ne savent pas les dispositions à prendre. Docteur, donnez aux femmes les dispositions pour ne pas être surprises dans le bus, dans le bacaille. Alors, maintenant, il y a des applications. Maintenant, tout le monde a des applications. Ils savent, il y a des applications. Et puis, bon, dans cette période-là... Celle qui n'a pas forcément l'application qui télécharge. C'est pourquoi j'ai dit aux femmes toujours, cherchez à vous connaître. Vous comprenez? Parce qu'avant que les règles ne viennent, il y a des syndromes. C'est-à-dire qu'il y a des petits signes d'appel. Ton humeur change et puis... Tu as des nausées, tout ça. Et beaucoup de femmes disent comme ça, on dirait que mes règles vont venir. On dirait que mes règles... Tu vois? Et c'est cyclique, c'est pour qu'on appelle règle, c'est cyclique. Donc quand c'est cyclique, tu sais pertinemment, tu peux déjà savoir prendre tes dispositions. Alors à ce moment-là de votre propos, là, docteur, dites-nous, à ce niveau-là, là on parle des règles douloureuses, on ne parle pas des règles tout court, on parle des règles mais qui sont douloureuses. Quelles sont les incidences psychiques, psychologiques et physiologiques? Oui, écoutez, vous savez, il y a certaines femmes, d'abord, il y a certaines femmes par exemple qui sont très qu'est-ce que je veux dire, qui ne veulent pas savoir leur état. Que les gens sachent leur état de santé, vous comprenez? Quand ça arrive comme ça, elle se retracte. Elle se rétracte, voilà. Elle ne veut rien dire du tout à quelqu'un. Et puis, les élèves, par exemple, les élèves, tout ça qui sont en classe, il y a des taquins. Il y a des taquins qui disent, elle a serré. Et puis, bon, ça fait honte. Moi, je me souviens quand j'étais... D'où l'accentuation de l'éducation des cycles menstruels, même à l'école, que ce soit pour les filles comme les garçons. C'est ça. Il faut leur dire que oui. Il y a des cours, normalement. Il y a
des cours, il y a des cours pour ça. Oui, mais quand même, même s'il y a des cours, mais il y a des moqueurs. Hein, oui, c'est des cours à sensation. Il y a des puéricultrices. Oui, tout ça, oui, mais malheureusement, c'est que la mentalité est évolutive. Hein. Donc les gens, ils rigolent, tout ça. Et puis bon, la femme n'aime pas faire savoir aux gens que ouais, je suis. Ça fait un peu honte. Voilà, ça fait un peu honte. Dire qu'on est surpris par ça. Oui, oui. Et elle ne peut pas le dire. Alors, docteur, règles douloureuses et alimentation. Voilà. Alors, j'ai vu dans la littérature qu'il y a certains aliments qu'il faut prendre, qui pourraient bloquer éventuellement la sécrétion des prostaglandines, tout ça. J'ai vu ça. Mais moi, je dis que sur nos tropiques, là, il ne faut pas manger il faut pas prendre du gombo. Voilà, le gombo, par exemple. Il ne faut pas boire une certaine boisson qu'on ne va pas citer voilà, on ne va pas citer ça ici. Non, non, parce que cette boisson, en fait, parfois, moi, je la conseille pour pouvoir lever un peu le taux d'hémoglobine. Je n'ai pas dit ce machin. Voilà, je n'ai pas dit le nom. Je ne vais pas dire le nom. Justement, docteur, des fois, c'est malheureux de le savoir ou de le faire. Il y a des personnes, je vais le dire, c'est des hommes qui incitent leurs femmes à prendre certains médicaments pour couper les règles ou pour pas que ça vienne juste parce qu'ils ont envie d'aller avec elles. Ce n'est pas conseillé. Mais moi, je le fais, hein, mon ami. Mesdames et messieurs, bienvenue. J'aurais pas dû poser la question. Bienvenue à Nuit Bonheur avec Docteur Magui. Il se passe toujours quelque chose. Jusque-là, il était trop sérieux. J'ai dit j'ai envie de dire c'est le pompon. Vous aussi, vous le provoquez. Le meilleur médecin, c'est lui-même le cobaye. Si tu commences des choses comme ça. Vous avez tout notre soutien, Madame Madi. Franchement, tout notre soutien. Donc, en fait, non, c'est pas du tout conseillé. Il est mieux de se maîtriser. De laisser la nature faire. Oui, laisser la nature faire, c'est pas normal. Donc, les histoires, les subterfuges qu'on trouve là, il faut laisser la nature. Écoutez, il faut laisser la nature faire ces choses. Il y a des femmes qui sont venues me voir le jour de leur mariage. Le jour du mariage, alors, et effectivement... Il faut programmer le mariage. Justement, ça se programme, c'est la femme qui choisit la date. Moi, j'ai eu... Généralement, à la nuit de noces, on est fatigué, on ne fait rien. C'est connu de tous. C'est de notoriété. Attention, il faut que ça marque quelqu'un. Oui, je ne sais pas de quelqu'un, ça va marquer. Il faut que ça marque quelqu'un. Docteur, c'est pas possible. Et je vous dis, elles sont venues me voir pour dire, ah, docteur, moi, je dois me marier à telle période. Et ils voient un peu, cette période, tu risques d'avoir tes mentions. Arrange-toi, mais donne-moi un médicament pour ne pas... Quels sont les arrangements? Vous avez la liste des arrangements là? Oui, on parle de glaçons, on parle de beaucoup de choses, il y a des médicaments, tout ça. Oui, je me suis renseigné. C'est comme ça. Un médecin, comme je t'ai dit, il est dans la vie de la patiente. Ouais, il faut qu'il collabore avec elle. Oui. Et puis, bon, dans tous les cas, on donne ces médicaments. Après, ça passe. Après, les menstrues viennent. Docteur, alors moi, j'aimerais poser une question relativement à l'hygiène. Pendant les règles, tout court, et pendant les règles douloureuses. On voit que la science évolue, c'est de plus en plus fin, les protections. Alors, vous êtes plus ancienne école ou nouvelle école? Non, je suis à cheval entre l'ancienne école et la nouvelle école. Je crois que l'ancienne école aussi, c'est pas très confortable avec l'évolution. Non, je suis à cheval entre l'ancienne et la nouvelle école. La nouvelle école, parce que je vais surtout sur les réseaux sociaux, je vais surtout pour pouvoir me... Alors, qu'est-ce qui est plus pratique? Alors, ce qui est pratique, c'est que ne touchez à rien là-bas. Pardon? Ne pas mettre la main dans la... Non, laissez, on a compris. Ne mettez pas la main. Parce que ça s'élimine tout seul. Ça se nettoie seul. Ça se nettoie seul. Vous voyez? Est-ce que je peux dire un mot? Bon, ok, je ne vais pas dire le mot. Bon, et ça se nettoie seul. Le vagin s'élimine seul. C'est par le vagin que ça passe. Les règles viennent de l'utérus, et puis ça passe par le vagin, et puis ça sort. Donc, mais quant à l'odeur, des fois, il y a de fortes odeurs. Comment ne pas incommoder les autres? Voilà, c'est que c'est le vestibule même qui sent. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas... Non, c'est le vestibule qui est odorant, pas qui sent. Malodorant, voilà. Non, quand je dis ça, écoute, je t'ai toujours dit que moi, je viens de Boribana. Je viens de Boribana. C'est fini, là. Malodorant, ils ne comprennent pas. Il faut que si ça sent, c'est que, voilà, c'est que c'est pas bon. Si ça sent, c'est que c'est pas du tout bon. Nous espérons du talent. Là, c'est signe d'une maladie ou d'une infection sous-jacente. Oui, voilà. C'est qu'il y a quelque chose en bas. D'accord. Sinon, les règles, normalement, il y a pas d'odeur. La question, docteur, finalement, parce que c'est de plus en plus petit, la protection. Quant à la protection. Quant à la protection. Les serviettes hygiéniques ou les tampons et autres. Pour les femmes qui travaillent, tout ça, c'est important que... On voit des pubs qui nous montrent que c'est de plus en plus fin. Est-ce que c'est pratique? Oui, vous voyez, vraiment, je me demande bien, nos mamans qui ont eu 10 enfants là, elles n'avaient pas ces choses-là. C'est qu'elles avaient, c'est le... Docteur, on revient au petit tissu là.
Oui, au petit tissu rouge. Il est rouge. c'est voilà, ça. Au petit Le tissu... kojo, là. Très bien. Non, je peux répéter. Il a dit le kojo. Alors, oui, le kojo rouge, mais il protège. Et nos mamans protègent, elles avaient 10 enfants, et puis malheureusement, c'est qu'on a tué. Mais elle avait 10 enfants. C'est tout. Mais pourquoi est-ce qu'elle, de façon naturelle, elle portait ça? Et puis aujourd'hui, nous, on Mais veut... généralement, les mamans de cette époque, Alice, c'est vrai ne qu'elles provoquez étaient pas, c'est actives, bon comme ça. mais elles restaient Alice, beaucoup plus à la maison. C'était les mamans au foyer. L'ancienne école et la nouvelle école. Oui. Donc, moi, l'ancienne école a des ingrédients que la nouvelle école peut utiliser. D'accord, donc quand on est à la maison... Il est mieux, mesdames, retourner à l'ancienne école et puis porter ce que vous devez porter. Mesdames et messieurs, surtout mesdames, il est mieux d'être à l'ancienne école vivante. Vivante pour... Elles avaient 10 enfants. Voilà. En tout cas, on espère que vous avez, au-delà donc de ces fous rires, pu percevoir donc, le sujet dont il est question, sur les règles douloureuses, comprendre et calmer les douleurs. Notre intention, nous, c'est pas du tout de vous infliger des douleurs, mais à travers un sujet, à travers un sourire, à travers un petit élément, vous apporter la joie de vivre en ce matin. Merci d'être resté en notre compagnie et très bonne journée, très bonne santé à toutes et à tous.